Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la foi est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Encore bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à l'AFO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles au printemps de cette année afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives et de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir André Noël et Salimatou Diallo qui vont nous parler de la diversification financière, vraiment une thématique d'intérêt communautaire dans notre communauté. André est une gestionnaire en développement communautaire et organisationnel chevronnée. Elle possède une riche expérience en gouvernance et en gestion grâce au poste qu'elle a occupé et à ses engagements bénévoles. Pendant plus de 10 ans, André a contribué à la stratégie de diversification financière de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Depuis quelques années, il accompagne des groupes et des organisations dans l'atteinte de leurs résultats en assurant le renforcement de leurs capacités. Salimatou compte aussi à son actif une dizaine d'années d'expérience en gestion de projets et en gestion stratégique et administrative et financière d'organismes sans but lucratif. Elle est reconnue pour son sens de l'organisation et son engagement soutenu envers les communautés francophones en situation minoritaire. Elle a accompagné avec succès plusieurs organisations dans la réalisation de leur mandat. Je laisse maintenant la parole à André et Salimatou et je vous souhaite une bonne formation et puis des échanges. Merci. Merci, Josiane. Merci à tous et à toutes d'être présents avec nous cet après-midi. On espère passer le prochain 60 à 90 minutes avec vous à explorer différents principes en lien avec la diversification financière. Donc, je propose de tout de suite lancer la présentation. J'en profite d'entrer pour dire que le petit clip au début, on vous demande d'attendre que les animatrices vous invitent pour poser les questions. Et donc, d'entrée, je vous fais l'invitation de poser vos questions au fur et à mesure. On est là pour vous accompagner dans une discussion aujourd'hui, dans une réflexion. Salimatou et moi, on ne prétend pas avoir toutes les réponses en lien avec la diversification financière. Ce qu'on espère faire, c'est vous engager dans une réflexion qui va permettre à votre organisation de poursuivre ses démarches en matière de diversification financière, de poursuivre son positionnement. Donc, n'hésitez certainement pas à poser des questions quand elles se présentent. Si c'est un élément qu'on va aborder plus tard, on va simplement vous le dire et si votre question là est à propos au moment où elle est posée, ça va nous faire plaisir là, de prendre un moment pour répondre à vos questions.
Donc, nous voilà, la diversification financière, on parle de clés du développement organisationnel, donc c'est certainement un levier pour nos organisations en situation minoritaire pour assurer sa croissance et assurer l'atteinte de sa mission. Et c'est ce qu'on va explorer dans la formation d'aujourd'hui. En termes de déroulement, mais l'introduction, on vient de la faire. On va parler de c'est quoi la diversification, pourquoi c'est important, donc se situer puis se donner des paramètres pour la discussion d'aujourd'hui. On va vous présenter une théorie, la théorie du hérisson, qui, selon nous, elle est centrale à la diversification financière. Donc, au lieu d'être de passer l'entièreté de cette formation dans des éléments très techniques par rapport à la diversification financière, on va vous amener dans une réflexion qui est plus stratégique, une réflexion qui est plus théorique par rapport à vos organisations puis comment les situer. Cette réflexion-là, on ne va pas la vivre en grand groupe aujourd'hui. Comme vous êtes tous et toutes de différentes organisations, c'est plus difficile de faire un exercice pratique avec vous aujourd'hui sur cette thématique. On va vous donner les pistes par rapport à la réflexion stratégique, comment vous pouvez la mener dans vos organisations. Et ça va nous faire plaisir de partager, peut-être Salimatou peut le faire pendant mon introduction, mais de partager dans le chat nos adresses courriels. Advenant le cas, vous voulez tenir cette réflexion avec vos équipes à l'interne, on a une fiche de travail, une fiche de réflexion stratégique qui nous ferait plaisir de partager avec vous pour vous appuyer dans vos démarches. Là, ça se veut vraiment, là, ça se tient sur une page puis ça permet de vous guider dans cette réflexion. Et ensuite, je vais céder la parole à ma collègue Salimatou qui va s'occuper de la deuxième moitié de la formation qui va vraiment traiter sur les stratégies de diversification financière où on va regarder à chacune grande catégorie, grande stratégie de diversification, regarder aux avantages, aux inconvénients, puis aux astuces pour réussir si votre organisation décide de se lancer dans cette avenue au niveau de votre diversification financière. Donc, c'est ce qui est prévu pour la prochaine heure et demie en termes de déroulement. Donc, Josiane vous a présenté rapidement le parcours de Salimatou et moi, vos animatrices. Nous sommes des employés du Centre de leadership et d'évaluation. Le CLE est une organisation à but non lucratif pan-canadien qui a pour mandat de contribuer au développement et à l'épanouissement de la francophonie canadienne. On le fait par l'entremise d'accompagnement d'organisations, d'institutions francophones, de l'accompagnement en développement organisationnel, en évaluation de programmes, en évaluation de ressources pédagogiques, puis en analyse et de modélisation des données. Donc, c'est les 4 grandes équipes qui constituent le CLE qui nous permettent d'accompagner et d'épauler la francophonie canadienne, surtout les organisations et institutions de la francophonie canadienne. Donc, aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui va vous permettre là, spécifiquement d'entamer la réflexion stratégique tant qu'il y a des nouvelles sources de financement qui vont respecter la nature de votre organisation. Quand je vous ai parlé vraiment là, de cette nature de réflexion stratégique qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est en lien avec le premier objectif. Et le deuxième objectif, là, comme j'ai mentionné, Salimatou qui va vous accompagner vraiment dans l'exploration des différentes stratégies de diversification financière. Donc, ce que c'est la diversification financière, nous, on s'est donné aux clés une définition englobante de ce que c'est la diversification financière et ce qui devrait là, servir de parapluie pour l'ensemble des stratégies de diversification financière des organismes. Donc, on parle d'un moyen pour acquérir et utiliser un savoir-faire pour développer des nouvelles sources de revenus ou des activités lucratives en
en vue de consolider l'indépendance financière d'un organisme sans s'éloigner de sa mission. Donc, on entend souvent, bien, nos organisations veulent, par exemple, se défaire d'une dépendance vis-à-vis un seul ou un principal bailleur de fonds. Donc, ici, là, ce qu'on vise vraiment par l'ensemble des stratégies qui sont proposées, c'est d'amener nos organisations à être financièrement plus indépendants vis-à-vis un seul bailleur de fonds. Mais tout en respectant la mission de l'organisation, donc sans s'éloigner vraiment de sa raison d'être, de sa mission, de son savoir-faire qui est principal. Et c'est la raison pour laquelle là, on vous propose vraiment des stratégies en termes de réflexion stratégique à cet effet. Pourquoi c'est important la diversification financière? Bien, premièrement, la diversification financière peut permettre aux organisations de répondre encore plus adéquatement à sa mission. Vous savez, peut-être c'est le cas pour certaines de vos organisations. Parfois, nos organisations n'arrivent pas à faire financer par l'entremise des canaux réguliers, des subventions régulières des gouvernements fédéraux et provinciaux, du gouvernement fédéral et provincial de faire financer une partie de sa mission. On considère que ce n'est pas d'intérêt ou ce n'est pas une priorité gouvernementale. Donc, ce que la diversification financière peut permettre, c'est de générer des revenus qui ne sont pas rattachés à des objectifs du gouvernement pour ensuite permettre là, de répondre de façon plus adéquate à sa mission. Ça peut aussi permettre de réduire l'instabilité financière. On travaille beaucoup avec des organismes, c'est peut-être le cas de votre organisme, qui ont du financement surtout par projet, du financement par projet qui est renouvelé de façon annuelle, qui veut dire que d'une année à l'autre, on peut connaître des grandes fluctuations par rapport aux revenus des organismes. Ça pose des problèmes au niveau de la rétention des ressources humaines. Donc, assurer une meilleure diversification financière, ça peut venir donner là, un tremplin plus stable par rapport aux finances de l'organisme. Ça permet aussi d'outiller l'organisme par rapport à des défis actuels ou éventuels, par exemple des changements de priorités gouvernementales. Donc, comment on peut traverser cette époque, avoir une diversité de revenus et pas se fier seulement là, sur une source de revenus principale peut aider. Ça favorise la pérennité de l'organisme aussi. Cette diversification peut vouloir dire si, par exemple, une source de revenus, qu'elle soit gouvernementale ou non, n'est pas renouvelée, n'est pas possible cette année, par exemple, en raison de restrictions sanitaires, etc., bien, il y a d'autres sources de revenus qui permettent d'assurer la pérennité de l'organisme. Et assurer une autonomie vis-à-vis des bailleurs de fonds. Donc, pas être dépendant d'un seul ou de plusieurs bailleurs de fonds, être autonome dans les actions et dans les priorités qui sont ciblées par le conseil d'administration et le membership. Donc, c'est ce qu'on tente, c'est ce qu'on vise comme organisme. Puis, je pense qu'il n'y a probablement rien qui vous surprend sur cette diapositive. C'est d'évidence que c'est l'ensemble des visées de nos organismes d'assurer sa pérennité, d'essayer de développer une autonomie vis-à-vis des bailleurs de fonds. On le reprend à titre de rappel parce qu'on considère que c'est important, la diversification financière pour des organismes à but non lucratif. Il faut qu'elle soit bien centrée sur des besoins. Donc, je pense que dans toute cette démarche de réflexion qu'on va vous proposer, là, de garder en tête bien, vraiment à quoi sert cette diversification financière permet de cadrer nos réflexions. Je vous ai parlé de la théorie du hérisson. Avant de vous présenter la théorie, je vais vous parler de la fable du hérisson et du renard. C'est peut-être une fable que vous connaissez déjà. C'est une phase qui est utilisée de plus en plus dans la gestion des entreprises privées pour démarquer les différents types de gestion, les différents types de gestionnaires au sein des organisations. Donc, très rapidement, si on reprend les grandes lignes de la fable, c'est une fable où on apprend à connaître d'abord un renard qui cherche à chasser, à manger un hérisson.
qui à chaque jour se lève et concocte un nouveau plan, une nouvelle stratégie pour essayer d'atteindre le hérisson. Et à chaque jour, fait face à la même réaction de la part du hérisson, qui est de se mettre en boule, de sortir de ses épines pour se protéger du renard. Et donc, la comparaison qu'on essaie d'apporter ici avec les organisations, c'est la différence entre une organisation qui est en mesure de proposer plusieurs stratégies différentes pour essayer de se diversifier, essayer de voir à son expansion, versus une organisation qui connaît bien une stratégie gagnante et qui continue à appliquer cette stratégie dans différents contextes pour faire croître son organisation, pour faire grandir son organisation. Et ce qu'on vous propose comme réflexion stratégique, c'est quand on parle de diversification financière, forcément, on parle de multiplication des sources et donc on est porté à dire, bien, ce qui est nécessaire, c'est la multiplication des stratégies. Il faut faire plein de différentes choses pour être capable de diversifier son revenu. Ce qu'on veut vous inviter à faire, c'est réfléchir à, en fait, comment est-ce qu'on prend quelque chose qu'on fait bien et qui est bien ancré dans nos démarches pour diversifier son revenu. C'est quoi la chose la plus importante, fondamentale à notre organisation en lien avec notre mission qui va nous permettre de faire cette diversification-là. Donc, on vous invite, comment ça se traduit concrètement, la théorie du hérisson, c'est de considérer que bien, la clé de notre diversification financière et se recroise entre la passion de notre organisme. C'est l'intersection entre ce qui passionne notre organisme, les parties prenantes. Ce qui est la force de notre organisme, la plus grande force de notre organisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on est en mesure de bien faire comme organisation. On a les ressources possibles, on a le savoir-faire et les compétences pour le faire. Puis, qu'est-ce qui a un potentiel, donc un potentiel à générer du revenu, à traduire notre force dans un revenu potentiel, dans une force de marché, etc. Donc, on peut penser, il y a différentes organisations qui ont réussi à trouver cette intersection-là. On peut penser notamment, un exemple que j'aime utiliser, c'est le Carrefour des femmes au Nouveau-Brunswick, qui a beaucoup réfléchi à ces stratégies de diversification financière, qui a dit, bien nous, ce qu'on fait bien, on le fait en lien avec le soutien aux femmes. Ce qu'on veut miser, c'est une diversification financière qui est cohérente avec ce qu'on fait déjà bien. Et Salimatou, là, quand on va regarder spécifiquement en stratégie, là, va pouvoir imaginer différents exemples à ce niveau-là également. Quand on regarde donc au niveau de l'exercice de réflexion stratégique, puis ce qu'on recommande aux organisations à ce moment-là, c'est avant même de commencer à regarder quels sont nos autres bailleurs de fonds potentiels, quelles autres stratégies peuvent être mises en place, c'est de faire un exercice de réflexion stratégique pour approfondir les questions qui sont fondamentales à la théorie de l'hérisson. Donc, la première grande question, c'est qu'est-ce qui nous passionne profondément. Je pense que c'est important de tenir cette discussion-là avec les gestionnaires de nos organisations, avec le conseil d'administration. Donc, ça peut être un point de vue, on pose la question d'un point de vue individuel. Donc, qu'est-ce qui passionne les individus qui décident de s'investir dans notre organisation? Puis, qu'est-ce qui passionne nos équipes? Donc, collectivement, qu'est-ce qui nous permet de se mobiliser puis faire en sorte qu'il y a un intérêt vers ce but commun? Et la deuxième question, donc, quelle est notre plus grande force? C'est quoi votre force de frappe comme organisation? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? C'est quoi votre meilleur produit ou votre meilleur service pour desservir vos communautés? Et c'est en tentant d'identifier l'intersection entre ces deux éléments qu'on peut arriver à dénicher un potentiel à ce moment-là par rapport à notre diversification financière, arriver à cibler différents éléments qui peuvent ensuite cadrer dans des stratégies beaucoup plus précises de diversification financière.
Ce qu'on tente donc d'éviter et ce que ça permet à nos organisations d'éviter, c'est de prendre, par exemple, un nouveau programme gouvernemental puis de dire, OK, bien, comment est-ce qu'on peut se caser en fonction des priorités du gouvernement? Et donc, on retrouve une organisation qui va se dénaturer par rapport à ses forces, par rapport à sa compétence pour essayer de cadrer avec les priorités du gouvernement. Vous savez, ça peut connaître des succès à court terme, ces stratégies-là, mais ça connaît rarement des succès à long terme parce qu'on voit des projets qui ne portent pas fruit ou la reddition de comptes, elle peut être plus difficile au niveau du gouvernement à ce moment-là. Donc, la théorie, elle veut vraiment être un tremplin pour s'assurer que toutes vos stratégies de diversification financière ne s'éloignent pas de la mission et de la raison d'être de votre organisme et que vous avez les ressources humaines, que ce soit bénévoles au conseil d'administration, des ressources humaines dans l'équipe permanente, des bénévoles à l'extérieur du conseil d'administration, mais que vous avez les ressources nécessaires, qui sont suffisamment passionnés par votre stratégie de diversification financière pour en assurer sa réussite. Je vais céder la parole à Salimatou. Donc, encore là, avec cette réflexion de fond en tête, bien, je vais céder la parole à Salimatou qui va pouvoir là, nous guider au niveau des différentes stratégies. Toujours en lien avec la théorie de Levson, l'idée, ça va être de mettre de l'avant des questions qui vont permettre à votre organisation de se positionner puis de déterminer quelles stratégies sont les plus gagnantes pour votre organisation. Merci André. Donc, je vais poursuivre effectivement avec la présentation de quelques modèles. En fait, les principaux modèles qui existent en matière de financement. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive si ça fonctionne. Merci. Donc, c'est ça, vous avez devant vous les 5 catégories avec lesquelles je suis certaine vous êtes très, très familiers. Donc, la première catégorie concerne les subventions gouvernementales, donc aussi bien au niveau provincial que fédéral. Ensuite, vous avez les sources de financement de nature des cotisations des membres. Ensuite, les commandites et les dons. Les frais de participation qu'on retrouve souvent dans les activités bénéfices et finalement les activités de nature davantage commerciale qui nécessitent donc la vente de produits et services. Donc, comme l'a mentionné d'entrée de jeu André, ce sont certainement des éléments avec lesquels vous êtes très familiers, mais l'objectif de cet atelier, c'est de les regarder avec des yeux vraiment différents en prenant conscience du fait qu'il est important que la stratégie de financement que vous allez choisir soit vraiment en concordance avec la raison d'être de l'organisation. Nous allons regarder chacune de ces catégories en essayant de supposer un peu les avantages et les défis que chacune d'elles comporte et on va essayer aussi d'identifier ensemble quelques pistes d'idées et des astuces pour faciliter la mise en place de ces stratégies de financement. Donc, la première stratégie de financement, celle qui concerne les subventions gouvernementales. Donc, évidemment, on le sait, les possibilités de financement, les différents programmes de financement sont nombreux au niveau des 2 paliers gouvernementaux. C'est intéressant aussi de voir que nous, en tant qu'organismes communautaires qui œuvrent dans les communautés francophones, nous avons un double avantage. Nous avons non seulement la possibilité en fait d'avoir accès à des fonds qui ont été développés spécialement pour les communautés linguistiques en situation minoritaire, mais on a toujours la possibilité également d'appliquer dans des programmes et des fonds de subvention qui ont été développés pour l'ensemble des communautés canadiennes. Ensuite, le second avantage au niveau des possibilités de subventions gouvernementales, c'est qu'on n'a pas besoin de mise de fonds de départ. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal. D'ailleurs, la plupart des projets de subvention financent les activités de base des organismes.
Au niveau des inconvénients, donc on le sait, hein, depuis plusieurs années déjà, les bailleurs de fonds nous encouragent eux-mêmes à diversifier nos sources de financement. C'est sans surprise que dans les critères, on constate qu'on nous demande d'avoir recours à plus qu'un partenaire financier. Et je le sais par expérience, c'est pas une chose facile. C'est pas évident de trouver plusieurs programmes de financement qui correspondent à notre mandat. Donc, c'est un défi, une difficulté à laquelle de nombreux groupes sont confrontés. Ensuite, André l'avait mentionné un peu plus tôt, les programmes de financement qui financent des projets procurent une certaine instabilité. Un projet, ça a un début, ça a une fin, donc une durée limitée. On n'est pas capable de compter sur un financement vraiment à long terme à ce niveau-là. Et finalement, il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en considération et sur lequel on n'a aucun contrôle également, c'est par rapport aux décisions des différents gouvernements de modifier ou de supprimer carrément certains programmes de financement. Donc, quelque part, on est un peu à la merci des décisions gouvernementales en matière de financement. Maintenant, pour peut-être chercher à pallier un peu à ces difficultés-là, on a identifié avec André quelques pistes, quelques astuces qu'on voudrait partager avec vous. Donc, dans un premier temps, ça serait d'entretenir, déjà développer et ensuite entretenir des relations vraiment soutenues avec au niveau politique. Donc, souvent, on a recours à une personne qui est experte dans le domaine, soit à l'intérieur de l'organisation, ça peut être au sein de l'équipe ou même au niveau du conseil d'administration. Si ce n'est pas le cas, c'est important d'avoir une expertise à l'externe, une personne qui puisse vraiment expliquer un peu plus en détail en quoi le programme de financement consiste, détailler les priorités de manière à voir vraiment comment le programme cadre bien avec la structure de l'organisation. Toujours dans la même idée, c'est important aussi de développer une relation avec les personnes qui sont responsables des différents programmes de financement. Donc, les fonctionnaires sont là vraiment à notre, ils sont disponibles pour nous, ils sont là à notre service. Donc, c'est important, n'hésitez pas à aller les rencontrer, échanger avec eux, en apprendre davantage sur les programmes de financement, échanger, parler de votre organisme, parler de vos idées et de vos projets. Ça va certainement beaucoup être très, très profitable. Je rajouterais également qu'on a la possibilité avec Patrimoine canadien de profiter un peu des agents qui sont responsables de l'interministériel pour aller chercher d'autres avenues de financement. Très souvent, on a tendance à focaliser sur les mêmes programmes de financement qui sont disponibles à Patrimoine canadien, alors qu'il existe certainement d'autres sources de financement dans d'autres ministères qui pourraient certainement être bénéfiques. Au niveau des autres astuces, on a également identifié ici le besoin vraiment d'avoir des données probantes, donc des données que vous pourriez tirer de différents rapports d'études, des études de besoins ou des données socio-démographiques que vous pourriez aller chercher par exemple sur le site de Statistique Canada. Vous avez beaucoup de données intéressantes à ce niveau-là. C'est important d'avoir des données probantes pour vraiment pouvoir bien justifier le besoin auquel vous souhaitez répondre. Et puis, en même temps, ça vous permet aussi de bien démontrer la pertinence de l'idée que vous avez et puis du projet que vous souhaitez faire financer. Donc, comme l'a mentionné André, on est tous familiers avec ces principes-là, mais l'idée de cet atelier, c'est de vous amener encore plus loin. Donc, en considérant la théorie du hérisson qui mise vraiment sur 3 éléments clés, à savoir c'est quoi la passion qui nous anime, c'est quoi les forces que nous détenons et ainsi que le potentiel également de pouvoir générer des revenus. De quelle manière, par exemple, on peut se poser la question, de quelle manière est-ce qu'on peut aligner nos forces avec les priorités et les intérêts que les gouvernements mettent de l'avance. Donc, ce sont des questions comme ça que vous pourriez vous poser soit à l'interne avec la direction générale et le restant de l'équipe s'il y en a, ou au niveau stratégique avec les membres du conseil d'administration, vraiment pour tenter d'aligner les forces que vous détenez au niveau de l'organisation par rapport à ce qui est mis de l'avant dans le cadre des programmes de financement qui sont disponibles.
Au niveau des exemples, il en existe beaucoup dans la communauté. On a par exemple la Société francophone de Mayerville. Donc, c'est un organisme sans but lucratif comme nous qui a été fondé en 83. Sa principale raison d'être, c'est vraiment d'encadrer et puis de soutenir à la fois ses membres individuels et associatifs. Et il œuvre principalement dans le milieu communautaire et culturel. Donc, c'est une société qui a vraiment réussi à se démarquer en appliquant, peut-être sans le savoir, cette théorie du hérisson. Et elle a réussi à consolider les services en français dans sa région, dans l'optique de devenir vraiment un guichet unique pour l'ensemble des francophones de la région. Donc, je suppose que vous avez peut-être aussi des idées ou des exemples à nous partager comme ça de succès. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager, à demander la parole et on pourra recueillir vos avis avec plaisir. Au niveau de la seconde source de financement, là encore, c'est très familier. Au niveau de la cotisation des membres, il existe vraiment de nombreux avantages. Dans un premier temps, il vous procure vraiment une source de revenus qui est fiable. On sait que, par exemple, au niveau de la catégorie des membres associatifs, c'est souvent un renouvellement qui se fait automatiquement chaque année. Donc, il y a une stabilité là sur laquelle on peut compter. Et en même temps, en plus de générer des revenus, le principe de mettre en place une campagne de cotisation de membres permet de mobiliser, vraiment de mobiliser et puis de mettre en avant l'engagement des membres par rapport à l'organisme. Au niveau des inconvénients, je pense que c'est le plus haut dans la liste. C'est vraiment pas évident de garder des listes à jour des membres. C'est pas une tâche facile. Et puis, en même temps aussi, maintenir l'engagement, particulièrement l'engagement des membres individuels, n'est pas évident, dans la mesure où il est souvent difficile de déterminer quels sont les avantages qu'on peut offrir à nos membres individuels. Il y en a souvent très peu. Souvent, on leur demande simplement d'adhérer en principe là, pour appuyer simplement la communauté francophone. Ensuite, le second inconvénient, c'est au niveau du montant qui est généré à travers les cotisations. Il n'est pas souvent très significatif parce que malheureusement, la capacité financière de nos membres, elle aussi, elle est limitée. Donc, on ne peut pas vraiment compter énormément sur les revenus de cotisation. Alors, au niveau des pistes qu'on propose là pour essayer de favoriser peut-être cette stratégie-là par rapport à d'autres, c'est de vraiment chercher à bien identifier les avantages qu'on veut offrir à nos membres. Donc, en fonction des différentes catégories, c'est important d'avoir une réflexion à ce niveau-là, quitte à échanger avec les membres par rapport à leurs attentes et à leurs besoins, pour vraiment aller chercher les avantages qui leur conviennent le mieux. Ensuite, c'est important aussi de rester en contact et puis de communiquer régulièrement avec les membres pour maintenir leur intérêt. Donc, ça peut se faire par le biais d'infolettres où on leur donne des détails sur les activités que tienne l'organisme. Ça peut être fait par le biais aussi d'invitations à participer à des rencontres, à des activités qui sont organisées par l'organisme. Donc, il y a différentes avenues que vous pouvez explorer pour maintenir tout au long de l'année vraiment un contact soutenu avec vos membres. Ensuite, au niveau des frais de cotisation, là aussi, c'est pas toujours plutôt évident de fixer le montant adéquat. Parfois, on y va trop fort et parfois, c'est pas assez, on génère pas assez de revenus. Donc, on propose généralement de les consulter. Vous pouvez les consulter une fois par an ou tous les 2 ans et chercher à avoir leur point de vue par rapport au montant qui est fixé. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est beaucoup trop élevé? Imaginez, pensez à des membres individuels comme les étudiants ou les aînés. Bref, les catégories sont tellement larges que c'est important de les consulter à ce niveau-là pour fixer un montant qui est adéquat. Là encore, on peut citer plusieurs exemples, mais je vais profiter du fait qu'on est présentement en collaboration avec l'AFO pour offrir cet atelier, pour justement présenter le succès de l'AFO à pouvoir aller chercher à travers une campagne
de membership qui a été développé à la fin de l'année 2018, qui a porté fruit. Le nombre de membres a drastiquement augmenté au sein de la FO, ce qui démontre aussi que l'organisme a su se positionner davantage et démontrer également son positionnement. On a également le cas de la FESFO aussi, qui depuis de nombreuses années a réussi vraiment à établir un membership assez constant. Donc, au niveau de la question de réflexion ici que vous pourriez vous poser, ça serait de voir justement par rapport au point de vue de vos membres, quelles sont dans vos forces et dans la passion qui vous anime, comment on peut les transformer en avantage pour vos membres? Comment eux, ils peuvent les percevoir comme étant une opportunité pour eux? Donc, l'idée ici, c'est de ne pas penser qu'aux revenus qui peuvent être générés à travers les cotisations, mais de voir aussi comment démontrer ce que vous avez en termes de force à l'interne et ce que vous véhiculez comme passion, comment le retranscrire au niveau de vos membres. Au niveau de la troisième catégorie, donc les commandites et les dons, donc là encore, on a beaucoup d'avantages. Dans un premier temps, c'est gagnant-gagnant. Donc, nous, vous, plutôt en tant que commanditaire, vous participez à l'événement, mais vous pouvez bénéficier d'une certaine visibilité. En contrepartie, l'organisme organisateur aussi profite de vos revenus. Ensuite, il y a très peu de conditions qui sont rattachées par rapport à cette stratégie-là. Donc, contrairement, par exemple, aux subventions gouvernementales qui sont donc faites par le biais de programmes et de fonds de financement, qui sont très spécifiques, avec des critères vraiment spécifiques à respecter, on a beaucoup plus de liberté au niveau des commandites et des dons. Donc, ça, c'est un avantage important. Ensuite, il vous permet d'augmenter évidemment le financement d'un projet spécifique ou d'un événement. Donc, ce sont des avantages que vous pouvez bénéficier en adoptant ce type de stratégie. Au niveau des inconvénients, donc le premier, c'est qu'il faut avoir un statut particulier. Pour pouvoir mettre en place cette stratégie, il faut avoir un numéro d'organisme de bienfaisance qui est enregistré. Ce n'est pas le cas de toutes les associations, donc c'est un élément important à considérer. Ensuite, les commandites corporatives, généralement, s'intéressent surtout à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et ensuite, on le sait, ce type d'activité-là demande beaucoup d'investissement au niveau des ressources humaines. Souvent, on a recours à des bénévoles pour pouvoir mettre en place les activités. Maintenant, au niveau des différentes stratégies qu'on peut mettre de l'avant, c'est d'évaluer dans un premier temps les avantages qui sont liés, les avantages et les inconvénients qui sont liés à devenir un organisme de bienfaisance. Donc, c'est important hein, parce que c'est un virement, un changement qu'on réalise. Donc, il est important de pouvoir sous-peser le pour et le contre. L'autre avenue serait peut-être de collaborer, de s'allier à un autre organisme qui détient déjà cette structure-là de bienfaisance. Donc, à ce moment-là, on bénéficie un peu à travers le partenariat de la possibilité de mettre en place des commandites et des dons sans nécessairement changer sa propre structure. Ensuite, il est important de bien développer le plan de communication et de commandite. Donc, c'est important de bien comprendre les besoins et d'identifier les avantages les plus intéressants pour les commanditaires pour pouvoir aller chercher le plus de revenus possible. Et finalement, au niveau des ressources humaines, c'est important aussi de dédier une personne en particulier ou plusieurs personnes sur le dossier des commandites et des dons parce que c'est très énergivore, ça prend énormément de ressources. Ça peut être une personne à l'interne au niveau du personnel qui est dédié à la tâche ou on peut mettre en place un comité qui serait composé en partie de certains membres du conseil d'administration qui détiennent une expertise ou qui ont une bonne connaissance du milieu.
Au niveau des exemples, donc ici, on avait mentionné beaucoup le cas de la question de levée de fonds au niveau du carrefour francophone pour les femmes du Nouveau-Brunswick. Donc, effectivement, le carrefour a cherché vraiment à partir de ce qui était déjà fait, ils ont cherché à préciser davantage pour aller chercher des revenus plus consistants. Au départ, ils avaient une stratégie de campagne de levée de fonds qui se déroulait à l'année longue. Donc, pendant toute l'année, les candidats potentiels étaient sollicités. Finalement, après réflexion, ils ont décidé de préciser davantage la stratégie en se concentrant vraiment sur une partie de l'année. Ils ont misé sur la fin de l'année en se disant que, bon, certainement, les humeurs sont un peu plus conciliantes. Et c'est une stratégie qui a porté fruit. La campagne a été extrêmement productive et le Carrefour a vraiment bien su se démarquer et mieux gérer ses efforts à ce niveau-là. On peut également citer, je reviendrai quand même sur le cas de la FESFO à nouveau parce que je trouve ça intéressant. La FESFO a réussi à mettre en place des campagnes en fait qui sont vraiment ciblées au niveau des différentes institutions postsecondaires et là encore, ça a porté fruit parce que ces institutions-là justement recherchent des clientèles possibles. Donc, en s'alliant à la FESFO, elles augmentaient leurs chances de pouvoir recruter davantage d'étudiants. Donc, voilà pour cette catégorie-là. Dans la quatrième catégorie, celle des frais de participation, donc à travers, par exemple, des activités comme les soupers bénéfices, il y a beaucoup d'avantages qui sont reliés. Par exemple, celle de permettre de répondre directement à la mission et puis de pouvoir générer un revenu. Ensuite, elle permet, un peu comme la stratégie précédente, de mobiliser les membres et les parties prenantes là, pendant les activités. Et finalement, elle permet d'obtenir, à travers cette activité-là, on peut aller chercher du financement ailleurs pour soutenir l'organisation des activités bénéfices. Au niveau des inconvénients, ça nécessite un frais de démarrage au départ. Donc, il faut que l'organisme contribue pour pouvoir mettre en place les activités. Ensuite, un peu comme les commandites et les dons, ça demande beaucoup d'investissement, hein, beaucoup de ressources au niveau des ressources humaines. Et les différentes stratégies qui peuvent être mises en place, ce serait par exemple de développer un plan d'affaires avec un budget vraiment détaillé là, pour expliquer en quoi consiste l'événement, comment ça va se dérouler, quelles sont les attentes sur le plan financier. Et également, on peut établir des partenariats là, avec d'autres groupes communautaires pour pouvoir organiser des événements beaucoup plus rassembleurs. Donc, il existe beaucoup d'exemples. Je pense que vous êtes familier avec les clubs Richelieu, les clubs optimistes, les chevaliers de Colombe qui ont définitivement une expertise. Celle de la socialisation, c'est le cœur de leur activité réellement. Donc, ils ont réussi à se démarquer à ce niveau-là et à organiser des activités soupers bénéfices qui ont connu et qui connaissent encore de grands succès. Au niveau de la question clé, la question de réflexion que vous pourriez vous poser, ça serait de voir quelle activité vous pourriez mettre en valeur, quelle activité vous permettra de mettre en valeur votre force et de partager votre passion. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un lien avec la raison d'être de l'organisme. Au niveau de la cinquième catégorie, donc celle liée aux activités de nature commerciale, donc par là on entend par exemple les entreprises sociales, c'est de plus en plus populaire depuis quelques années et d'ailleurs on a des bailleurs de fonds qui commencent à démontrer de l'intérêt à ce niveau-là à financer des études de faisabilité et puis le développement de plans d'affaires pour faire avancer des idées de projets. C'est également, au niveau des avantages, c'est également une opportunité de pouvoir développer un peu plus d'autonomie. Donc, c'est important de ne pas être pris, comment dire,
enfilé à travers les différents critères de financement. Donc, on a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Et finalement aussi, les revenus qui peuvent être générés à travers ce type d'activité-là peuvent être réinvestis dans l'organisme à travers d'autres projets ou d'autres activités. Dans l'un ou l'autre, c'est important de retenir aussi que pour cette stratégie-là aussi, généralement, on la prend en compte lorsqu'on n'arrive pas à trouver vraiment un programme de financement qui puisse financer notre idée de projet. Donc, l'alternative serait l'activité de nature commerciale à ce niveau-là. Au niveau des inconvénients maintenant, là encore, on note qu'il faut des frais de démarrage pour débuter la mise en place de cette stratégie-là. En plus, elle demande vraiment pour l'organisation d'avoir une expertise spécifique au niveau de ses ressources humaines, notamment en gestion de projet, en développement des affaires. Et ce n'est pas toujours évident d'en trouver au sein de l'équipe. Ensuite, au niveau des astuces ici qu'on vous propose, donc dans un premier temps un peu comme tout à l'heure, ça serait de développer une étude, mais cette fois-ci une étude de faisabilité qui va vous permettre en fait de peser le pour et le contre et de voir si le projet tient la route, s'il a vraiment une chance d'avenir. Ensuite, à la suite de cette étude de faisabilité, vous pourriez développer un plan d'affaires. Donc, c'est un plan qui va vous permettre vraiment de vendre votre projet aux différents partenaires ou potentiels financiers. Il va détailler davantage la nature de votre projet, comment vous entendez le mettre en œuvre et les ressources qui vont être mises en place pour pouvoir le réaliser. Finalement, le dernier élément ici au niveau des pistes, ce serait de voir à l'évaluation et à la gestion un peu du risque de mettre en place une telle initiative. C'est pas évident, ça fait pas partie des activités régulières d'une organisation, donc on s'engage un peu dans quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. Alors c'est important qu'au niveau du conseil d'administration et qu'au niveau du personnel, qu'il y ait un plan qui soit étudié et un plan de contingence qui soit mis en place pour évaluer et gérer tout risque potentiel. Au niveau des exemples qui existent, je suis sûre que vous en avez des exemples d'entreprises lucratives qui ont vu le jour ces dernières années. On peut citer néanmoins au Canada ici la Croix-Rouge canadienne, donc qui est un mouvement vraiment international. Là, ils sont présents dans le monde entier. Sa mission, c'est d'aider, vraiment aider les personnes et les communautés qui sont dans le besoin au Canada et puis de les aider à renforcer leur résilience. Alors, la Croix-Rouge a décidé de mettre en vente, si on veut, de la formation là, en premier soin. C'est une activité donc commerciale qui a permis de générer à peu près 10% de son revenu annuel, ce qui est quand même assez consistant. Et en même temps, la Croix-Rouge demeure toujours en lien avec sa mission et sa raison d'être. Au niveau de la question stratégique que vous pourriez vous poser à ce niveau-là, si vous pensez considérer les activités de nature commerciale comme étant une option de financement, ça serait de voir dans quelle mesure les biens ou les services que vous avez vous permettent de mettre en valeur votre mission et d'exploiter vos forces. Donc là encore, on revient vraiment sur les éléments clés là, de la théorie, à savoir c'est quoi les forces et la raison d'être de l'organisation. Donc, j'ai beaucoup parlé. On aimerait bien vous entendre également. On a survolé ici quelques modèles de financement que vous connaissez. Est-ce que vous en connaissez d'autres que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce que vous avez des expériences avec un ou plusieurs de ces modèles-là et des défis peut-être que vous avez rencontrés, que vous aimeriez nous partager. Donc, on est là vraiment pour échanger. Je pense que André l'a mentionné en entrée de jeu. C'est un apprentissage mutuel qu'on est en train de développer ensemble. Donc, on est prêt à avoir vos réflexions par rapport à ce qui vous a été présenté et à vous écouter par rapport à votre vécu et vos histoires à succès s'il y en a.
Si jamais vous voulez partager quelque chose, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Je vois M. Morin dans le chat demander si on avait des gabarits de modèles ou des modèles à suivre pour les commandites ou les dons ou les legs. C'est quelque chose, oui, qu'on a déjà travaillé par le passé, qu'on pourrait vous faire suivre, M. Morin. Il y a différents éléments à ce niveau-là et qui permet là, de rattacher par rapport à la question clé là, que Salimatou vous a proposée pour s'assurer qu'on arrive à arrimer l'intérêt de nos commanditaires avec notre public cible, etc. Donc oui, on pourrait vous faire suivre là, directement un outil à ce niveau-là qui permet de cibler ces stratégies. Pour votre autre commentaire par rapport au profil socio-économique, peut-être vous pourriez nous relancer là, ou mettre un contexte par rapport à la question là, que je pense c'est peut-être glissé là, au moment où c'était opportun. C'est ça. Nous, comme de raison, on tente de gérer dans tous les domaines que vous venez de présenter. La réalité avec le contexte de la membriété, c'est qu'on est dans un endroit, nous, à Ottawa, où le profil socio-économique des familles et des gens est complexe. Façon plus simple de mentionner qu'on a un haut taux de pauvreté. Donc, des membriétés à des grands prix, ça ne fonctionnerait pas. Et j'ai la beauté d'avoir un conseil d'administration qui veut en premier lieu s'occuper de la personne avant de s'occuper de l'entité et donc ne veut absolument pas charger cher pour des membriétés. Donc, la réalité, c'est quand on gère avec des complexités socio-économiques, on est un peu coincé parce qu'on se rencontre souvent avec le CA pour essayer de voir comment on peut gérer la différence entre une membriété qui, lui donne un droit de vote à notre AGA ou une carte de membre qui donne des rabais durant des activités. Et il y a tout ce genre de débat et ce discours-là pour savoir quel scénario fonctionnerait le mieux pour justement aller aider des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui pourraient grandement profiter de nos services. C'est un excellent point, M. Morin. Je connais très peu d'organismes en francophonie canadienne qui réussissent à générer un revenu significatif au niveau des membriétés individuelles. À part les clubs sociaux qui ont connu des meilleures années, que c'est probablement pas ce que c'est aujourd'hui versus ce que c'était il y a 20 ans. Généralement parlant, là, la question de membriété individuelle, elle est très difficile, comme Salimatou, puis ça dans plusieurs contextes socio-économiques, elle est difficile d'un point de vue de gestion, mais aussi là, d'aller mobiliser à ce niveau-là. Je pense que c'est intéressant ce que vous évoquez par rapport à la notion de distinguer est-ce qu'il y a besoin réellement d'avoir un frais de membre pour devenir membre, pour être partie prenante dans l'organisation, participer à l'AGA? Peut-être que non, puis peut-être que ça, c'est à l'encontre de la vision de l'organisation pour aller à la rencontre des communautés. Est-ce qu'il y a une activité de nature commerciale qui peut être rattachée, par exemple, comme vous dites, par rapport à une carte de rabais ou quelque chose? Mais peut-être cette question-là, elle est gérée indépendamment de la membriété également, parce que la mission de l'organisme, la raison d'être de l'organisme, c'est vraiment plutôt d'être un lieu rassembleur à ce moment-là. Donc, je suis du même avis que vous, puis on l'a dit là, dans les inconvénients, c'en est un qui est difficile. Et dans des contextes comme le vôtre, où vous dites, le statut socio-économique crée certaines difficultés par rapport à rejoindre la membriété, mais c'est sûr que ça devient un enjeu à considérer aussi au niveau des activités bénéfices. Donc, la possibilité des communautés à participer à des activités bénéfices dans la même mesure et même les activités de nature commerciale, mais il faut que ça soit considéré à ce moment-là en fonction du profil de la communauté desservie. Et selon vos expériences, puis là, c'est une question délicate comme des raisons, est-ce qu'il y a
la possibilité d'avoir des frais de membriété, pas nécessairement selon les revenus, mais selon, tu sais, comme il y a un frais de membriété pour une grande famille, frais de membriété pour un étudiant, frais de membriété pour ceux et celles qui peuvent financièrement se le permettre, frais de membriété pour un organisme à but lucratif qui peut vraiment se le permettre. Est-ce que ce genre de scénario-là se joue quand on parle de membriété? Mm-hmm. Tout à fait. Puis Salimatou, je pense qu'elle pourrait peut-être renchérir, mais cette notion d'avoir des catégories de membres, elle est tout à fait exploitable. Elle est permise par la loi, selon votre statut d'OSBL, de dire qu'il y a différentes catégories de membres et différents avantages associés aussi à cette membriété. Donc, la notion de dire, bien, on n'est pas un organisme fédérateur, on est un organisme communautaire, mais on va créer une catégorie de membres commerciaux, des organismes qui veulent soutenir par l'entremise d'une membriété. C'est possible de le faire. Je vous inviterai à réfléchir. Est-ce que c'est un positionnement pour le soutien de la communauté francophone de la région et ça, c'est l'avantage pour l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on peut associer à cette membriété-là? Question d'aller solliciter un engagement du côté plutôt privé. Ceci dit, et rien n'empêcherait donc d'avoir une catégorie de membriété individuelle où il n'y a pas de frais associés. Les frais sont seulement associés aux entreprises, aux autres organismes qui souhaitent s'associer à votre centre. Je pense aussi la différente notion, je ne sais pas par rapport aux revenus, si c'est vraiment possible ou si ça devient trop délicat à gérer. On le voit quand c'est des organismes. Et ça, plusieurs de nos organismes le font. Donc, un organisme qui a un revenu d'1 million et plus a tel frais de membriété. Mais là, on s'entend que là, c'est détaché de la vie privée des gens. Donc, c'est un petit peu plus facile à gérer à ce moment-là. Mais ceci dit, les catégories en fonction de différents statuts, donc une catégorie famille, une catégorie individu, une catégorie étudiant, ça peut être une façon intéressante là, d'essayer de décliner les prix puis de gérer cette possibilité-là. Merci. Et si vous me permettez, juste pour ajouter à votre première catégorie, celle au niveau de tout le développement gouvernemental, au niveau des subventions et tout ça, nous, on travaille présentement avec Affaires publiques Solstice, qui est un genre de lobbyiste, mais également des gens qui travaillent très fort sur la relation politique et publique. Et c'est vrai que le mieux que nos bailleurs de fonds nous connaissent, le plus de chances qu'on a à retirer et à aller chercher des sous, parce que le fait de connaître notre projet de société facilite quand on fait une demande pour être capable de mousser. Et la réalité, puis ça, on la prend comme des raisons des fois, c'est souvent du côté gouvernemental, ils ont des fonds de tiroir qui doivent se débarrasser rapidement. Quand ils te connaissent d'avance et déjà, puis ont besoin de se débarrasser d'un fond de tiroir, ils viennent cogner à ta porte, donc c'est plus facile. Mm-hmm. Tout à fait. Nous aussi, qui travaillons avec Solstice, je salue l'intervention que tu as faite dans le chat également à ce niveau-là. Ce qui est intéressant dans leur expertise également, et c'est la question, donc comment est-ce qu'on traduit notre mission, notre raison d'être et on l'arrime avec les priorités gouvernementales, c'est vraiment leur expertise à ce niveau-là. De dire quand on regarde à les grandes priorités d'un gouvernement, puis comment est-ce qu'on peut s'insérer et sans traduire votre raison d'être à titre d'organisme, sans traduire le lien avec votre mission et votre vision, de dire, bien, on trouve une façon pour dans les mots du gouvernement, que ça cadre et qu'on rejoint nos objectifs communs. Donc, tout à fait, c'est une ressource importante à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié d'eux également, c'est qu'eux ont déjà entre les mains le vocabulaire et le discours du gouvernement. Donc, quand on veut parler, si on parle la même langue, là, je ne parle pas français, anglais, là, je parle des mots utilisés, du vocabulaire utilisé. Quand on veut vendre une idée ou un projet, les idées passent beaucoup mieux. Tout à fait.
Et ce que je rajouterais, le seul élément, puis je reviendrai à ce que Salimatou a souligné par rapport aux astuces pour les priorités gouvernementales. Oui, pouvoir parler la langue des gouvernements est important, mais arriver avec des données probantes, c'est important également, arriver avec des preuves par rapport aux besoins, par rapport à l'impact quand on fait la reddition de comptes. C'est important pour tous les gouvernements de toutes les couleurs, peu importe, c'est pas juste cette notion de données probantes. Oui, on en entend de plus en plus parler, mais c'est pas une tendance là, partisanale à ce moment-ci. C'est vraiment les fondements des approches du gouvernement en termes de financement. Donc, le plus qu'on peut arriver avec des preuves, même si ça représente faire une enquête interne, faire un sondage auprès de la membriété, etc., mais arriver avec des preuves par rapport aux besoins qui sont énoncés dans les projets qui sont proposés, c'est vraiment gagnant là, pour aider les gouvernements à pouvoir soutenir un projet. Super, merci. Et une dernière question, et ensuite j'arrête de monopoliser votre temps. La question du legs. Du côté anglophone, les gens sont très forts avec les legs. Avant de quitter ce merveilleux monde, ils vont laisser leur argent à tout genre d'organismes et tout ça. En français, c'est plus complexe, je trouve. Est-ce que vous avez des commentaires, des idées ou des appuis que nous, on peut gérer dans le contexte d'aller chercher de l'argent par considération de legs? Moi, non. En toute honnêteté. Cela étant dit, M. Morin, je vais faire la recherche à ce niveau-là. Je serais curieuse à savoir si c'est quelque chose sur lequel la Fondation franco-ontarienne s'est déjà penchée compte tenu de la gestion de multiples fonds, au profit de la communauté. Donc, d'après moi, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Je dirais de tendance que j'ai vue dans le communautaire, c'est plutôt d'aller solliciter des grands donateurs qui sont des anciens du réseau, etc. On peut penser à des Monsieur Desmarais qui ont fait des investissements importants au niveau des institutions postsecondaires, etc. Donc, cette notion-là, mais en termes de legs ou d'héritage spécifiquement, je ne peux pas vous dire que il y a des approches qui ont été ou que je suis au courant d'approches qui ont été développées qui sont très ciblées à ce niveau-là. Cela étant dit, je pense que ce serait certainement une question intéressante à approfondir avec la Fondation franco-ontarienne, voir si c'est quelque chose qu'ils ont exploré par l'entremise de la gestion de leurs différents fonds à ce niveau-là. À moins que Salimatou, tu avais d'autres pistes ou d'autres idées à ce niveau-là. Oui, non, en effet, c'est très rare, je pense, au niveau de la communauté francophone, d'avoir recours à ce type de revenus-là. C'est difficile aussi et un peu délicat de développer une stratégie dans ce sens-là, mais je pense que ta proposition de voir auprès de la Fondation Franco pourrait peut-être nous donner quelques pistes d'idées. Puis je vais vous revenir, M. Morin, à y penser. On travaille avec quelques organisations à l'extérieur de l'Ontario aussi, puis on va poser la question à ce niveau-là, voir s'il y a déjà eu des tentatives à ce niveau-là, peut-être dans d'autres provinces ou même territoires là, auxquels je peux penser, pour voir s'il y aurait lieu de partager là, une approche ou une stratégie spécifique à ce niveau-là. Mais vous avez raison, on en entend parler dans d'autres milieux de bienfaisance où il y a des legs qui sont laissés à des institutions, etc., à des organismes. Puis pourtant, ce n'est pas quelque chose qui fait beaucoup écho dans nos communautés. Voilà. Merci à vous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, je vais permettre à Salimatou de poursuivre en guise de conclusion, là, concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter comme exercice. Je vais vous rappeler que ceux et celles, Salimatou a partagé nos coordonnées dans la boîte de discussion. Donc, ceux et celles qui vont vouloir les outils qu'on vous présente prochainement sous fiche de travail, là, on pourrait les partager avec vous si vous nous écrivez là, un courriel à ce niveau-là. Donc, avec André, on a identifié 2 types d'exercices de réflexion stratégique que vous pourriez entreprendre prochainement. Dans le premier exercice, on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est de voir par rapport à la théorie, donc les éléments clés de qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce que nous détenons comme force. À ces 2 éléments-là, on rajouterait la question de potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme potentiel de générer des revenus? Donc, ce sont des questions que vous pourriez débattre au sein de l'organisation. Donc, à ce stade-ci, quels seraient les revenus que vous êtes en train de générer? Vous pourriez aussi vous poser la question de savoir quelle est votre plus grande source de financement en fonction, par exemple, des catégories que nous avons survolées tout à l'heure. Et vous pourriez, par la même occasion, réfléchir, vous projeter vraiment vers l'avenir et décider ensemble des possibilités de croissance à long terme ou d'expansion. Là, vous voudriez que l'organisme se situe dans 5 ou dans 10 ans. Donc, c'est une opportunité pour vous vraiment de réfléchir sur la possibilité de faire grandir l'organisation. Le second exercice que l'on propose, c'est un exercice typique d'analyse de l'environnement. Donc, à travers cette analyse-là, on regarde en fait les défis tant au niveau interne qu'externe à l'organisation. L'analyse de l'environnement va vous permettre en fait d'approfondir vraiment l'ensemble de la réflexion. Au niveau de l'environnement interne à l'organisation, vous pourriez par exemple chercher à recenser les sources d'avantages concurrentiels que vous détenez dans le secteur ou dans la région dans laquelle vous œuvrez. Cette façon de faire va vous permettre en fait d'évaluer votre capacité concurrentielle. Ensuite, vous pourriez toujours dans l'analyse interne chercher à identifier les éléments de différenciation ou de valeur ajoutée dans le cadre de votre façon de travailler, donc soit au niveau de la conception ou au niveau de la livraison des différents produits et services envers la communauté francophone. Vous pourriez aussi regarder à relever les forces et les faiblesses des ressources à l'interne. Donc, on parle ici des ressources humaines, des ressources matérielles, financières, vraiment l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de mesurer les compétences que vous avez et la capacité que vous détenez à l'interne. Une fois que vous avez eu cette réflexion, cette analyse-là au niveau de l'environnement interne, vous allez vraiment être en mesure d'identifier les principaux enjeux sur lesquels peut-être vous devriez tabler et aussi les défis auxquels vous pouvez être confronté à l'interne. Au niveau de l'environnement externe, donc vous avez là encore une réflexion à faire et là on touche au niveau de la théorie, on touche la question de potentiel. Tantôt au niveau de l'analyse interne, on parlait davantage de la passion et des forces que nous détenons. Là maintenant, vous pourriez avoir une réflexion par rapport au potentiel de développement de l'organisation en vous posant des questions qui vont vous permettre d'identifier les occasions qui vont faire en sorte que vous allez diversifier rapidement vos sources de financement. C'est aussi l'occasion, à travers cette analyse-là, d'identifier les compétiteurs dans votre réseau et le besoin auquel ils sont en train de répondre présentement.
Également, dans cette analyse, André l'a mentionné, et je pense que ça va être la 3e fois qu'on le mentionne, mais c'est vraiment très important. C'est toute la question des données probantes. C'est essentiel d'avoir des données probantes sur l'environnement externe dans lequel on évolue et qui vont nous permettre en fait de vraiment bien évaluer les besoins de la communauté. Donc voilà, c'est un ensemble de pistes. Hein. C'est assez simple à mettre en place également. Donc ça va vous permettre vraiment d'identifier ensemble des actions que vous pourriez mener pour faciliter la diversification financière au sein de l'organisation. Donc voilà, je pense qu'on arrive bientôt au terme. On vous laisse réserver un petit quart d'heure pour les questions. Je pense que tout le monde n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Vous pouvez également poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Bon. Je pense que peut-être tout était clair. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous dans ce sujet-là. Est-ce qu'on a un commentaire ici? D'accord. Alors, merci beaucoup. Un grand merci à tous et à toutes de votre participation et certainement, n'hésitez pas à nous écrire directement si vous voulez approfondir quoi que ce soit de la présentation aujourd'hui. Nous, c'est des outils qui nous fait un grand plaisir de partager avec les communautés. Merci beaucoup, André et Salimatou. Je voudrais juste saisir un petit moment pour demander aux participants de bien vouloir participer à notre sondage de satisfaction. Je vais partager le lien dans le chat maintenant. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous, André et Salimatou, pour une belle présentation. Et puis donc, à toutes les participantes et aux participants, on va afficher la présentation sur notre site Internet dans quelques jours. Donc, vous aurez accès à toute la présentation libre de la télécharger.